Pont-Neuf, magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, André Caspi pour son dernier livre, La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine, paru aux éditions de l'Observatoire. André Caspi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'histoire américaine et vous nous donnez avec ce livre qui va paraître ces jours-ci une vision en coupe de la société américaine à travers un des débats les plus féroces qui la traverse, à savoir la question des armes et le sacro-saint deuxième amendement de la Constitution. Les tueries de masse sont devenues un fléau dans l'ensemble du territoire et vous rappelez des chiffres qui font froid dans le dos. Il y a une moyenne d'une arme à feu par habitant aux États-Unis. C'est un record absolu dans le monde. Alors attendez, je veux quand même introduire une nuance. Une arme à feu, c'est vrai, parce que il y a aux États-Unis environ 320 millions d'habitants et on peut compter à peu près autant d'armes à feu. Ça ne veut pas dire que chaque habitant des États-Unis détient une arme à feu. Ça veut dire qu'au fond, un tiers seulement des Américains sont propriétaires de plusieurs d'un revolver, d'un pistolet, d'un fusil ou de plusieurs armes. Donc les 2 tiers des Américains n'ont pas d'armes chez eux. Mais ça veut dire que le tiers restant possède parfois un véritable arsenal. Si j'ai donné l'exemple de la tuerie qui a eu lieu dans le Connecticut en 2012, eh bien, le jeune homme qui a tué une vingtaine d'enfants, plus les enseignants, avait chez lui 14 armes. C'est-à-dire qu'au fond, il avait le choix. Et c'est ce qui est caractéristique, au fond, des États-Unis, c'est-à-dire que la propriété des armes est concentrée sur un petit nombre de personnes, mais ça ne veut absolument pas dire que toutes ces personnes sont des criminels en puissance, loin de là. Alors vous montrez que cette question des armes, ce fameux deuxième amendement, il remonte à la Constitution même des États-Unis. Il est partie intégrante de l'histoire des il fait partie de ce que l'on appelle le Bill of Rights, c'est-à-dire l'ensemble des amendements qui ont été adoptés. Il y en a 10 au total, entre 1790 et 1791, pour compléter la Constitution fédérale qui, elle, avait été adoptée en 1787. Donc ce sont des amendements qui mentionne un certain nombre de libertés auxquelles les Américains ont le droit. Alors, liberté d'opinion, liberté de religion, et puis aussi liberté de posséder une arme. Alors la question qui se pose pour ce deuxième amendement qui concerne les armes, c'est de savoir si les auteurs... Il faut contrôler cela ou pas. Si les auteurs de l'amendement ont voulu dire que n'importe qui pouvait être détenteur d'une arme ou si cela correspond à des situations particulières, c'est-à-dire la nécessité du peuple en armes qui combat l'envahisseur. À l'époque, on pouvait le comprendre puisque les États-Unis venaient de naître et précisément dans une guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent et aujourd'hui, la compréhension du deuxième amendement est réduite puisqu'il s'agit en somme de définir la liberté pour tout Américain de détenir une arme, sans dire d'ailleurs exactement laquelle. C'est une liberté qui a été reconnue par la Cour suprême en 2008. Alors c'est un débat très clivant, mais comme vous expliquez, Barack Obama, qui plaidait pour une interdiction des armes dans le civil, n'a pas réussi à imposer ses vues. Non, parce que c'est un invariable. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a aux États-Unis au moins 3 problèmes qui divisent la société. Le premier problème, on le sait parce qu'on en parle beaucoup, c'est l'immigration, et notamment l'immigration clandestine. Le deuxième problème, on en a parlé récemment, c'est l'avortement. L'avortement a été reconnu par la Cour suprême en 1973, et par conséquent,
la Cour suprême pourrait très bien revenir sur un arrêt qu'elle a prononcé il y a maintenant plus de 40 ans. Et puis le troisième problème qui divise les Américains, c'est précisément les armes à feu. Et là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté la position des républicains, de l'autre côté la position des démocrates, car au fond, Barack Obama, qui au moins pendant un temps de sa présidence disposait de la majorité au Congrès, n'est pas arrivé à convaincre ses amis démocrates qu'il fallait restreindre la liberté de détenir des armes. Alors, il y a eu entre 1994 et 2004, une loi qui interdisait la détention de fusils mitrailleurs, c'est-à-dire de fusils qui peuvent tirer 40 ou 50 cartouches en l'espace de quelques secondes. Mais depuis 2004, il n'y a plus rien, et Barack Obama, qui a été président des États-Unis de 2009 à 2017, n'a rien obtenu de plus que ses prédécesseurs, et je dirais encore moins que son successeur. Alors, vous évoquez dans le livre l'affaire de Pittsburgh, le 26 octobre 2018, un suprémaciste blanc est entré dans la synagogue de la congrégation Etz Chaim et il a tiré sur les fidèles, faisant 11 morts et une dizaine de blessés. Vous mettez cet acte sous le même label de mass shooting, de meurtre de masse? Alors, évidemment, on ne peut pas le nier, il y a une volonté de la part du tireur de manifester son antisémitisme. Ça, je crois qu'il faut le dire, et il n'est pas nécessaire d'y revenir parce que c'est évident. Mais je précise que d'autres tireurs ont commis d'autres fusillades contre des églises, c'est-à-dire contre des églises baptistes par exemple, ou même contre n'importe quel lieu, parce que ce qui caractérise les églises, c'est que précisément, on ne peut pas officiellement détenir une arme lorsqu'on entre dans un bâtiment religieux. C'est-à-dire qu'au fond, la tendance du tireur, c'est de se dire, puisqu'ils n'ont pas d'armes, je peux y aller, puisque je déteste les juifs ou les catholiques ou les évangéliques, je peux tirer, et puis au fond, puisque je veux faire comme d'autres, parce que l'imitation tient une place essentielle, je veux faire comme d'autres, je veux montrer que je suis un tueur de masse. Et je crois que plus on en parle, et plus on suscite, ou on suscitera, de nouvelles vocations au crime. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'au fond... Mais c'était quand même l'attaque antisémite la plus meurtrière qui se soit jamais produite aux États-Unis. Je me souviens même que Marvin Ayer, le rabbin Marvin Ayer de Los Angeles disait que peut-être que ça allait être le début d'un antisémitisme de même nature qu'en Europe. Alors, honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les Juifs américains, certes, sont souvent victimes d'antisémitisme, notamment sur les campus universitaires, notamment au sein de certaines minorités raciales, tout cela est vrai, et en particulier de tous ceux qui détestent l'État d'Israël. Il ne faut pas le nier. Mais d'un autre côté, la position des Juifs américains est quand même très favorable par rapport à celle de Juifs d'ailleurs. Et ce que je crois simplement, c'est que cet assassinat de masse à Pittsburgh est simplement le résultat, en somme, de cette folie meurtrière qui saisit certains individus et qui les pousse à agir d'autant plus facilement qu'ils ont accès aux armes. C'est ça le problème. Si vous voulez, il y a deux problèmes essentiels. Un, l'accès aux armes, et deux, l'imitation. C'est-à-dire que on a entendu parler d'une fusillade. Bon, on va faire comme le mimétisme. On va faire comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. C'était il y a 2 ans à Las Vegas. Un homme qui jusqu'alors n'avait guère fait parler de lui monte dans sa chambre d'hôtel, qui est dans les étages élevés, avec 2 valises. Dans les 2 valises, il y a une dizaine de fusils mitrailleurs. Il installe ces fusils mitrailleurs sur les fenêtres
Et il se met à tirer avec un système automatique qui permet en somme de ne pas appuyer sur la gâchette à chaque fois qu'on tire, mais les fusils se déclenchent tout seuls. Résultat, une 50aine de morts. Pourquoi ? Personne n'a jamais su pourquoi il avait tiré, puisqu'après il s'est suicidé. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez là des actes de folie, et des actes de folie que l'on ne peut pas, je crois, rapprocher d'actes volontaires qui seraient justifiés par je ne sais quelle idéologie. Dans le cas de Pittsburgh, quand même, c'était pas tout à fait un acte de folie. C'était un suprémaciste blanc qui avait une idéologie très précise. Oui. Beaucoup, à l'époque, ont trouvé la réaction de Trump un peu molle, pas assez solide. Est-ce que c'est par crainte, précisément, de voir soulever derrière la question des armes à feu ? Oui, certainement, parce que Trump est favorable à la liberté de détention des armes. Je crois cependant que, d'un autre côté, Trump a manifesté par bien des aspects le soutien qu'il manifeste à l'égard d'Israël et la sympathie qu'il peut éprouver pour les Juifs, d'autant plus qu'une partie de sa famille est elle-même juive. Donc, si vous voulez, je pense que les hésitations de Trump ou la faiblesse de la réaction de Trump tient tout simplement au fait qu'il considère que ce sont des accidents. Il a tort de le penser, mais c'est comme ça, que ce sont des accidents et qu'il ne faut pas, à partir de là, tirer des conclusions générales. Et que ce sont les armes qui tirent et non pas... ce sont les hommes qui tirent et non pas, c'est ça, c'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, la devise du principal lobby des armes, c'est que quand il y a un bad guy, c'est-à-dire un sale type qui détient une arme, il faut qu'en face il y ait un good guy, c'est-à-dire un brave type qui puisse riposter. Et c'est pour ça que Trump avait donné l'image insupportable de ce qu'il aurait fallu faire au Bataclan. C'est-à-dire, au fond, s'il y avait eu au Bataclan quelques Français qui avaient des armes, il n'y aurait pas eu les morts que nous avons déplorés au cours de cette soirée. Alors, ce qui est tout de même étonnant à la lecture de votre livre, qui est un livre vraiment, c'est une enquête passionnante, c'est que à l'intérieur des courants religieux, par exemple le courant évangélique, on m'a dit la dernière fois qu'il fallait pas dire le courant évangéliste, parce que les évangélistes, c'est les auteurs des évangiles, c'est le courant évangélique. Par exemple, dans ce courant-là, on détient des armes et on défend la possession d'armes. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, les évangéliques font partie de ce que l'on pourrait appeler la droite musclée aux États-Unis. Ce sont les principaux soutiens de Donald Trump. Mais vous savez, il y a aussi une association juive qui est favorable à la détention des armes et qui a des positions au moins comparables à celles des évangéliques et même parfois davantage, c'est-à-dire qui considèrent que les armes, c'est une défense. Mais c'est pas seulement une défense. Vous dites quand même dans le livre que dans les milieux juifs, on est... Dans une très large majorité, on est pour le contrôle des armes. Oui. Mais il y a une association minoritaire qui, elle, est juive et défend la détention des armes au même titre, si vous voulez, que le lobby le plus important qu'on appelle la National Rifle Association. Donc ça veut dire que on trouve en des défenseurs de ce deuxième amendement et particulièrement de la détention d'armes dans tous les milieux, mais simplement un peu plus dans les milieux de droite musclée que dans les milieux de la gauche, c'est évident. Et puis on est, du côté des catholiques, on est la position évolue. Sont partagés les catholiques. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que la détention d'armes est aussi justifiée par d'autres raisons, c'est-à-dire que il y a la chasse. La chasse est extrêmement importante. Et n'oubliez pas qu'en France, il y a aussi des chasseurs et que les chasseurs français constituent un véritable lobby. Alors les chasseurs américains aussi, et puis ajoutez à cela les tireurs sportifs qui considèrent qu'avoir une arme, c'est pas pour tuer, c'est pour viser une cible, ça fait partie d'un sport
Et il y a des sports, en effet, dans lesquels, même en Europe, même en France, on utilise des armes. Regardez par exemple le triathlon. Dans le triathlon, il y a une épreuve d'armes, il y a une épreuve d'armes à feu. Donc ça veut dire que il peut y avoir avec des armes la pratique du tir sportif. Donc l'arme n'est pas nécessairement faite pour tuer. Mais lorsqu'elle devient une arme qui tue, à ce moment-là, c'est une arme qu'il faudrait interdire. Alors, on va parler de la France dans un instant, mais vous dites aussi, parce que vous ne dites rien des associations féministes, est-ce qu'il y en a qui soutiennent aussi? Oui. Parce que vous dites que la clientèle féminine est de plus en plus courtisée par les marchands d'armes. Ben bien sûr, parce que jusqu'à maintenant... Pour les viols, notamment. Jusqu'à maintenant, l'essentiel des détenteurs d'armes, c'était des hommes. Mais on s'est aperçu que quand il y a des agressions contre les femmes pourraient se défendre si elles détenaient, par exemple, un pistolet ou un revolver. Et on vend aujourd'hui des sacs à main aux États-Unis avec à l'arrière une poche spéciale pour y mettre l'arme. Évidemment, ce sont des sacs à main destinés aux dames, de telle sorte comme il y avait les Colt dans les films. C'est-à-dire qu'au fond, on dit aux dames, attention, si vous avez un homme qui vous embête, qui vous menace, qui vous agresse, vous prenez votre arme, vous le faites fuir. Autrement dit, il y a là une clientèle tout à fait nouvelle pour les marchands d'armes, tout à fait nouvelle, et une clientèle très importante qui, à mon avis, ne cessera pas d'augmenter. Alors en France, on s'aperçoit que la détention d'armes est interdite, mais un Mohamed Merah, vous en parlez d'ailleurs, a pu commettre ses méfaits à Toulouse et à Montauban avec 7 armes d'origine différente, dont un pistolet mitrailleur datant de la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, c'était un meurtre de masse. Ah oui, tout à fait. C'est un meurtre de masse. C'est-à-dire qu'au fond, ce que l'on constate d'abord en France, c'est que on ne sait pas très bien combien les Français détiennent d'armes. Ça peut paraître extraordinaire, parce que la législation est très stricte dans notre pays. Mais si vous analysez, par exemple, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec des parachutages d'armes, est-ce que toutes ces armes ont été rendues inutilisables? Est-ce que toutes ces armes ont disparu? Est-ce qu'il n'y a pas des armes qui sont encore dans les greniers, dans les caves, qu'on ne compte pas et qui pourtant pourraient servir? La meilleure preuve, c'est que l'assassin qui à Strasbourg a tué plusieurs personnes tout récemment, oui. Cet assassin avait un pistolet qui datait de 1892. 1892. C'est-à-dire qu'au fond, un pistolet de 1892, ça tire encore. Et ça tue encore. Donc ça veut dire que on ne sait pas en France combien d'armes nous avons. Et je crois que, bien sûr, il y en a moins qu'aux États-Unis. Mais je ne pense pas que la France soit un territoire dans lequel les armes à feu soient extrêmement difficiles à obtenir. La meilleure preuve, c'est que chaque jour, il y a des assassinats par balle. Alors, en France, c'est plutôt entre les gangs, ou c'est plutôt des règlements de compte. Mais il n'empêche que quand il y a des kalachnikovs qu'on utilise, quand il y a des pistolets, quand il y a des revolvers, c'est bien qu'on s'est procuré ces armes quelque part. Je reviens à Trump un moment. Quand Trump déclare pour faire la démonstration de sa popularité, il dit « Je pourrais descendre dans la rue et je pourrais descendre quelqu'un dans la rue, dans une avenue de New York, ma cote de popularité ne changerait pas. » Est-ce que c'est pas inquiétant un peu? Oh, c'est un peu paradoxal. D'abord, je le vois mal descendre dans la rue pour tuer quelqu'un. Je pense pas que ce soit son but primordial. D'un autre côté, comme Trump manie la provocation, je dirais que, en l'occurrence, il joue les provocateurs. Il veut simplement dire, au fond, que les armes doivent être libres d'accès et qu'il faut certainement apprendre à s'en servir plutôt qu'apprendre à les interdire. Tout de même, Trump s'est illustré aussi en disant à propos de l'attentat du Bataclan à Paris que si les gens avaient été armés, les choses se seraient passées autrement. Oui, je pense que là, il a tort. Il a tort parce que le Bataclan, c'était un lieu dans lequel il y avait une foule.
Et par conséquent, je vois mal comment quelqu'un armé aurait pu riposter aux assassins. C'est-à-dire que peut-être que en ripostant, il aurait fait aussi des victimes. Donc finalement, en France, il vaut mieux renforcer, je crois, la police, renforcer la gendarmerie, renforcer tous ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre, plutôt que d'armer les citoyens. C'est évident. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier, je le répète, que beaucoup de Français détiennent des armes, même s'ils ne s'en servent que pour la chasse, même s'ils ne s'en servent que pour le tir au pigeon. Mais tout ça, ça existe. Hein. Il faut pas imaginer que en France, personne n'a d'armes. Alors si personne n'avait d'armes, il faudrait expliquer pourquoi il y a des crimes. Alors là, votre verdict, la conclusion de votre livre, elle aussi est inquiétante. Dans un avenir proche, l'Amérique ne va pas renoncer aux armes. C'est un invariable. Je pense que dans un avenir proche, c'est-à-dire au fond sur les 10 ans qui viennent, je vois mal le Congrès des États-Unis prenant une décision qui interdirait les armes. Pour la bonne raison que les républicains sont hostiles au contrôle, et beaucoup de démocrates le sont aussi, parce que ils savent que dans la population, il y a une majorité d'Américains qui soutiennent le deuxième amendement, non seulement une majorité, mais la Cour suprême des États-Unis, ce qui est quand même l'instance la plus élevée sur le plan judiciaire. Donc ça veut dire que il n'y a pas les voix, comme on dit dans le milieu politique, il n'y a pas les voix pour limiter le contrôle des armes. Tout au plus peut-on imaginer que certaines armes puissent être interdites, mais pour le moment, ça n'est pas probable. Alors, je sors un moment du livre pour évoquer le parcours de Trump. J'imagine que vous allez consacrer quelques émissions à partir de la rentrée sur TV5. Tout montre que son électorat lui reste fidèle contre vent et marée. Ça va continuer, à votre avis, ou est-ce qu'il sera en mesure est-ce qu'il sera en mesure de se représenter? Alors, écoutez, je crois qu'il fait tout pour fidéliser son électorat. Toutes les provocations qu'il mentionne sur ses tweets sont faites pour rassembler son électorat. C'est-à-dire qu'au fond, il dispose aujourd'hui d'environ 40% en matière de popularité. Alors, c'est pas suffisant pour être élu, mais ça veut dire que tout dépendra aussi du candidat démocrate qu'il aura en face de lui. Alors, s'il a en face de lui un vieux de la vieille comme Joe Biden, je pense qu'il sera réélu. Dernière question avant le questionnaire Pont-Neuf auquel vous n'échapperez pas, André Gaspy. Est-ce que l'état des relations entre Israël et les USA restera le même en tout état de cause, ou est-ce que la bonne entente qui règne aujourd'hui est tributaire du tandem Netanyahou-Trump? Écoutez, en règle générale, Israël est considéré comme un allié que l'on doit soutenir aux États-Unis. Maintenant, Barack Obama avait pris ses distances avec Netanyahou parce que sur le plan politique, il n'était pas du même avis, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec Trump, on peut reconnaître que Netanyahou s'entend comme, j'allais dire comme larron en foire, mais c'est un peu violent comme expression. Donc ils s'entendent bien. Donc je crois que Israël est un allié des États-Unis et Israël peut compter sur les États-Unis parce que pour les Américains, l'État d'Israël est quand même l'État le plus démocratique dans cette partie du monde, l'État sur lequel ils peuvent compter, l'État avec lequel ils ont le plus de liens. Et nous terminons sur le questionnaire Pont-Neuf. Alors, réponse brève, mais vous pouvez faire par oui ou par non, ou réponse brève, mais vous pouvez commenter quand même en quelques phrases. Êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? Tolstoï parce que j'aime bien l'histoire, parce que j'aime bien l'épopée. Dostoïevski est un grand auteur. Il m'inquiète un peu plus que Tolstoï. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani?
Ah, alors Modigliani, là vous me posez vraiment une colle parce que c'est difficile de faire le choix entre les deux. Disons que j'ai plutôt tendance à être Modigliani. Êtes-vous Saül Bellow ou êtes-vous Philippe Roth? Plutôt Philippe Roth, parce que Philippe Roth a écrit certains romans qui m'ont beaucoup touché, en particulier ce roman sur 1940 où on imagine qu'un isolationniste favorable aux nazis aurait été élu aux États-Unis. Donc je pense que Philippe Roth me touche davantage. Êtes-vous Ben Gourion ou êtes-vous Jabotinsky? Moi, je ne suis pas un extrémiste, donc Ben Gourion, c'est celui qui a créé l'État d'Israël. Jabotinsky l'a aidé, c'est évident, mais l'a aussi combattu. Donc, en fin de compte, plutôt Ben Gourion. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Vous pouvez dire les deux, ou vous pouvez dire aucun. Écoutez, je pencherais plutôt pour aucun parce que je ne me sens pas véritablement lié à l'un ou à l'autre. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter? Écoutez, je suis plutôt Facebook parce que je pense que Twitter donne des phrases trop brèves et en conséquence, je préfère Facebook. Mais il y a une question que vous ne m'avez pas posée et je vais vous la poser moi. Oui. Êtes-vous Shlomo ou Victor? Là, vous êtes obligé de dire les deux. Parce que c'est une amitié ancienne. Exactement. Avec les deux, d'ailleurs. Merci André Caspi. Je rappelle donc votre livre, La Nation américaine. Non, la Nation armée. La Nation armée, pardon. Les armes au cœur de la culture américaine. Ça va paraître ces jours-ci aux éditions de l'Observatoire. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Belle semaine à tous.